Peu de temps après, il faut aussi se rappeler tout ce qui s'est passé autour de l'Égypte. Cela a suscité de nombreuses théories selon lesquelles il ne s'agissait pas seulement de tombes de pharaons, mais que cela aurait un autre type d'objectif, voire même un lien avec l'espace. Mais aujourd'hui, il s'agira d'une autre découverte, une découverte qui, selon eux, serait sans précédent pour l'archéologie mondiale, voire l'histoire elle-même. Les archéologues ont trouvé, dans une ancienne ville d'Oxyrhynque, une momie qui avait collé sur son abdomen un fragment de l'Iliade d'Homère. Certains assurent que cela n'avait jamais été documenté auparavant. La découverte a eu lieu à Al-Banahasa, une localité d'Égypte, et il est affirmé que la momie aurait environ 1600 ans, appartenant à la période romaine de l'Égypte, où coexistaient des traditions égyptiennes avec la culture gréco-romaine. Ce qui est vraiment intéressant et frappant, c'est que le texte trouvé n'était ni un rituel ni religieux, ni un fragment d'une situation interne des Égyptiens, mais qu'il s'agissait d'un fragment de l'Iliade, une œuvre littéraire de la Grèce antique. Selon le philosophe Ignacio Javier Diego, c'est la première fois dans l'histoire qu'un texte littéraire est utilisé dans un processus funéraire égyptien, c'est-à-dire jamais on n'avait trouvé dans aucun type de tombe un morceau de littérature de quelque nature que ce soit. Cela se trouve dans une partie très curieuse qui est le catalogue des vaisseaux. On l'appelle le livre 2 de l'Iliade, une section qui serait clé et qui énumère les contingents grecs en route vers Troie. Jusqu'à présent, dans d'autres momies, on avait trouvé par exemple des papyrus, mais avec des formules de rituels ou des incantations magiques de protection, mais jamais de la littérature classique intégrée dans des embaumements. Désormais, cela ouvre la voie à une théorie selon laquelle l'embaumeur aurait pu utiliser ce texte comme une signature professionnelle ou même comme un symbole de prestige culturel. Les experts ne peuvent pas encore analyser complètement le papyrus car il est très détérioré et, même s'ils assurent qu'ils vont l'étudier, ils cherchent encore comment faire pour ne pas le détruire. L'équipe espère utiliser des technologies avancées comme les rayons X pour révéler davantage de textes sans endommager le matériau, ce qui pourrait leur donner plus d'indices sur la raison de tout cela. Ces tombes, celles que nous voyons ici, auraient-elles ce secret étrange ? Ils assurent aussi qu'il y a encore beaucoup à découvrir. L'équipe espère utiliser une technologie avancée, mais pense aussi que ces feuilles d'or pourraient faire partie de la clé de la découverte qui vient d'être faite en Égypte. Il y a beaucoup de choses curieuses, n'est-ce pas ? Par exemple, ces momies qu'ils ont trouvées et qui semblent être en agonie, comme si elles avaient été enterrées vivantes. Il y a aussi le fait que l'on sait que Cléopâtre aurait une origine grecque, macédonienne, un sujet qui a toujours attiré l'attention. La vénération qu'il portait au chat. Tuer un chat pouvait te coûter la vie à cette époque. La magie était la science officielle. Les prêtres utilisaient des rituels comme remède, pour se protéger et pour d'autres choses. Par exemple, le pharaon Akhenaton fut un pharaon qui a changé la religion en essayant d'imposer un dieu unique à son époque. Donc, il y en a eu. Et les Égyptiens étaient un reflet des cultures, non seulement de la leur, mais aussi de ce qu'ils apprenaient des autres cultures autour de l'Égypte. On a aussi toujours eu tort de penser qu'ils possédaient des esclaves. Ils affirment que les dernières découvertes montrent que les ouvriers des pyramides n'étaient là pas des esclaves. Qu'ils étaient en tout cas des travailleurs spécialisés et qu'ils avaient un salaire, ils avaient la liberté d'aller et venir. Bref, ils n'étaient là pas comme dans l'histoire. On nous montre toujours ça. Dans les films de bonne caricature, les montrent comme des esclaves battus. Mais ce n'était pas le cas. Dans un autre rebondissement important parmi les choses curieuses et étranges qui se passent sur la planète. De nouveaux lanceurs d'alerte ont affirmé qu'il existe une campagne d'intimidation et une possible dissimulation pour empêcher les témoignages liés à l'enquête sur les WAPs. Un journaliste nommé Jeremy Corwell a lancé un avertissement.
Cela a été assez remarqué dans les médias américains. Il affirme que les lanceurs d'alerte, les personnes qui divulguent ces affaires, sont soumis à des pressions, harcelés et, selon lui, mis en danger. Pour avoir parlé, pour avoir divulgué, pour avoir révélé leur enquête ou les informations qu'ils possèdent sur ces affaires. Corwell affirme que le prix à payer pour parler n'est pas seulement professionnel, avec la perte de ses accréditations, mais qu'il y a aussi des menaces envers la famille et des campagnes de diffamation. L'un des cas les plus marquants est celui de Dylan Borland, un vétéran de l'armée de l'air qui a témoigné devant le Congrès en 2025. Borland affirme avoir vu un vaisseau triangulaire noir d'environ 30 mètres près de la base aérienne de Langley. Cela s'est passé en Virginie, aux États-Unis. Ils affirment que dans ces zones stratégiques de défense des États-Unis, des objets apparaissent sans logique apparente. Le plus impressionnant, c'est qu'il affirme que le vaisseau a flotté en silence, puis a accéléré instantanément jusqu'à une altitude de vol commercial, ce qui est impossible avec la technologie connue du public. Borland a également signalé des effets physiques pendant la rencontre. Par exemple, son téléphone s'est figé, puis il a chauffé, et l'ambiance, disons, était comme chargée d'énergie ou d'électricité statique. Après cette déclaration et dénonciation, une campagne de harcèlement a débuté, suivie de documents, des documents falsifiés à leur nom, blocage professionnel et modification des dossiers de renseignement. Selon les rapports, le cas le plus délicat concerne également une autre personne appelée Matthew Sully. Lui d'ailleurs est un ancien officier du renseignement qui a perdu la vie en 2024, mais avant de témoigner sur les programmes secrets liés aux ovnis d'ordre militaire. Avant qu'il n'aille faire sa déclaration au Congrès, eh bien, il perd la vie, n'est-ce pas ? Corbell affirme que le décès de Matthew Sully est considéré comme très suspect par des personnes au sein du FBI et du Congrès, ce qui alimente des théories sur une sorte de tentative de faire taire des témoins clés. Voilà. Matthew Brown, par exemple, affirme qu'après avoir parlé publiquement, il a subi des perquisitions, des infiltrations et des attaques visant à le discréditer, affirme Brown. Il a également révélé l'existence d'un prétendu programme ultra-secret appelé Immaculate Constellation, dédié à la collecte de données classifiées sur les ovnis. Attention à celui-ci. Avec celui-ci, l'organisme n'est pas le premier à se concentrer sur cela. Le plus, disons, secret que possèdent les États-Unis sur ce sujet. Regardez ce qui suit, regardez ce qui s'est passé en 2017. Un phénomène en 2017. Un phénomène lié aux ovnis a commencé à se révéler cette année-là. Dans le domaine militaire et du renseignement, on a commencé à en parler un peu plus librement, mais à partir de cette année-là. En 2017, alors qu'il y avait plus de choses à révéler, il y avait aussi une sorte de campagne contre cela. C'est devenu une société, et de société, et société, et de société, et de la société, et de société. Les législateurs exigent déjà un accès total aux dossiers classifiés pour déterminer s'il existe ou non une technologie cachée ou une technologie non humaine cachée. Merci. Le débat en ce moment, c'est d'abord que cela soit divulgué, que cela soit analysé, et ensuite on tirera des conclusions. Ce serait l'idéal. Passons au point suivant. L'étude scientifique, d'ailleurs, publiée dans Science Report, entre autres publications scientifiques. Voyons lesquelles. Mais l'étude révèle que les cellules immunitaires se souviennent de l'obésité longtemps après la perte de poids. Imaginez la personne perd du poids et puis, peu de temps après, elle revient au même surpoids qu'elle avait. Combattre l'obésité est plus difficile qu'il n'y paraît, assurent ces études. Elles ont d'ailleurs mis 10 ans à être réalisées. Pour beaucoup de personnes, même une perte de poids réussie est suivie d'une longue lutte pour éviter de reprendre le poids initial. La rechute, c'est l'effet rebond. Tu perds du poids puis tu en reprends, parfois plus qu'avant. C'est plus courant parce que c'est quelque chose qu'on appelle la mémoire de l'obésité. Ils assurent que les cellules graisseuses gardent cette mémoire longtemps après avoir perdu du poids, ce qui peut rendre plus difficile les efforts pour éviter de le reprendre. Ils assurent que ce qu'il faut, c'est simplement en être conscient.
Si tu perds du poids et que tu ne veux plus revenir à ton poids initial, il dit qu'il faut surveiller pendant 10 ans pour ne pas reprendre ce poids, parce que sinon la mémoire va faciliter le retour au poids que tu avais avant. Le mécanisme pour cela est une méthylation de l'ADN, un processus biologique normal dans lequel les groupes. Le mécanisme est la méthylation de l'ADN, un processus biologique de l'ADN. Les personnes qui se sont récemment remises de l'obésité. Certaines dépendances aux fameuses cellules T, par exemple, semblent favoriser la mémoire cellulaire de l'obésité, en favorisant l'état pro-inflammatoire et la dérégulation qui peuvent persister pendant des années, malgré la réduction du poids corporel. Les chercheurs ont montré que le mécanisme et que les études ont été menées pendant 10 ans et qu'elles ont démontré différentes maladies chez des personnes souffrant d'obésité. Pour voir comment ces cellules avaient comme une mémoire pour certains types de maladies. Les résultats suggèrent que le risque immédiat pour certaines personnes associées à l'obésité, comme le diabète de type 2 et certains types de cancers. Un biologique dans lequel les chercheurs de l'université de Birmingham au Royaume-Uni. Regardez comme ce sujet est intéressant, vraiment. Et bien, il y a aussi un autre point dont j'aimerais vous parler, concernant d'autres sujets, les mouvements. Dans le Nevada, près de Las Vegas, au nord de Las Vegas, continue d'attirer l'attention. C'est la quantité de séismes qui ont eu lieu. Hier, il y en avait 17 maintenant. Il parle d'environ 21 séismes dans cette zone. Selon les rapports, les séismes vont de 7 km de profondeur, attention, jusqu'à 0 km. C'est-à-dire totalement en surface. Le mécanisme semble maintenu à 1 km, à 0 km, là on parle déjà de 24-25 d'ADN, un biologique dans lequel Le mécanisme est une méthylation de l'ADN, sismique. Le président dit que les dossiers sur les ovnis vont être déclassifiés, même ceux de la zone 51. Quelques heures après qu'il ait dit cela, quelques heures plus tard, ces mouvements ou séismes ou quoi que ce soit qui se passe dans cette zone commencent à se produire. C'est cela qui attire l'attention. C'est très étrange. Regarde ce qu'il dit. Quelqu'un dit « mécanisme de méthylation, un biologique, les fichiers sur les ovnis seront bientôt publiés ». Ils sont dans la zone 51, tout près de cette activité sismique. Il y a beaucoup de spéculations sur la zone 51 où l'on sait qu'ils ont mené des expériences dans le domaine militaire, mais aussi en affirmant qu'ils ont testé des technologies prétendument non humaines. Ils ont beaucoup enquêté là-dessus, alors j'espère que nous recevrons les rapports, parce que je ne fais pas partie de ceux qui doutent qu'il puisse y avoir quelque chose là-dehors, c'est ce qu'aurait dit ce personnage. Eh bien, le mystère demeure, évidemment dans la zone 51. Et même si cette activité sismique, pour l'instant, la seule explication qu'il y a, eh bien, c'est simplement des mouvements géologiques. Ce qui attire l'attention, c'est la faible profondeur. Et justement, le fait que ce soit si proche de la zone 51. Sur un autre sujet, Donald Trump lance également un message à Cuba, affirmant que les États-Unis seraient sur le point de prendre le contrôle de Cuba presque immédiatement. Le président des États-Unis, Donald Trump, a assuré qu'il s'occupera d'abord de mettre fin à ce qui se passe en Iran lors de son intervention en tant qu'orateur principal lors de l'événement privé du Forum Club West Palm Beach en Virginie, aux États-Unis. Passons à un extrait de ce qui s'est passé à ce moment-là. Nous avons affaire en ce moment à des gens assez brutaux dans le charmant pays qu'est l'Iran. Je suis donc aux prises avec un groupe d'Iraniens très violents. Ils sont très brutaux et je ne vais pas prétendre que nous nous en sortons bien. On ne peut pas donner une arme nucléaire à l'Iran. Il affirme qu'ils sont trop violents pour posséder des armes nucléaires. C'est impossible. Applaudissements. Il dit qu'il l'utiliserait très rapidement contre Israël, et il l'utiliserait au Moyen-Orient, et il l'utiliserait en Europe, et je suppose que nous serions les prochains, mais cela n'arrivera pas. Ne vous inquiétez pas, nous avons pris des mesures. Mais figlio Israel russo? Air forces not exist.
Leur marine, ils avaient une marine très puissante, ils avaient de loin la marine la plus forte du Moyen-Orient, à un niveau sans commune mesure. Donald, le président, il serait là immédiatement. Les États-Unis, immédiatement. 59 navires. Chaque navire est au fond de la mer en ce moment. Ils n'ont aucune capacité anti-aérienne, ils n'ont pas de radar, ils n'ont pas de dirigeants. En fait, tous leurs dirigeants ont disparu. C'est en partie notre problème. On ne sait même pas à qui on a affaire. Est-ce Mohamed Untel, disent-ils? On dirait que ça tourne à la plaisanterie dans cette explication. À ce moment-là, Donald Trump commence à donner des détails en disant apparemment que l'Iran n'a pas de dirigeant et que Donald Trump parle avec un Mohamed ou cherche un dirigeant. En fait, à un moment donné, il dit que c'est le seul pays au monde où personne ne veut être président de sa population. Et même, il aborde la question du nucléaire. Cette situation n'existe pas. Ce commentaire, il le fait à un moment donné au Forum Club de West Palm Beach, en Floride. Il insiste sur le fait que la question de prendre le contrôle de ce qui se passe en Iran est une responsabilité de ces pays. L'Occident, disons, mais ils ont essentiellement laissé la charge aux États-Unis. Bon, une série de sujets, une série de commentaires qu'il fait. Dans laquelle, d'un côté, il semble qu'il continue de vouloir, continue d'espérer de l'aide de l'Australie, du Canada ou de l'Europe, mais que celle-ci n'arrive tout simplement pas. Il n'a pas su leur vendre le conflit. Par conséquent, il ne participe pas, du moins pas directement. Mais bon, cela fait aussi partie de ce qui se passe dans le monde. Passons à d'autres sujets, merci de nous accompagner. Nous reviendrons bientôt avec d'autres mises à jour et vos commentaires.